Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission sur TV78 pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 5 décembre. L'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles, victime d'une cyberattaque. Le site de 700 lits installé au Chénet-Rocancourt a été visé samedi soir. Depuis, le système informatique a été coupé pour limiter les dégâts. L'accueil des patients est très limité et réorganisé. Une cellule de crise a été ouverte. Le détail à suivre dans nos informations du jour. Les abords de la gare de La Verrière vont être totalement transformés d'ici quelques années. Un futur écoquartier Gare-Bécane sera aménagé au sein de cette zone d'aménagement concerté. 1500 logements et 60 000 mètres carrés de pôle d'activité économique seront construits. On en parle avec Nicolas Dainville, maire de La Verrière et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis zoom sur Thiécar. Depuis 2019, ce dispositif culturel est proposé aux jeunes de Mantes-la-Jolie. Il s'agit d'ateliers de théâtre comme moyen d'expression pour aborder les problématiques sociales liées à la banlieue. Et on parle de ce dispositif avec plusieurs invités. Il y en a déjà un qui m'a rejoint en plateau, c'est Rudy Nzinga. Bonsoir. Bonsoir. À l'origine de ce projet Thiécar, c'est une association, c'est Jeunesse sans frontières. Quelles sont les missions de Jeunesse sans frontières ? Donc, du coup, les missions de Jeunesse sans frontières, elles se découpent en 3. Donc, avec un volet culturel, humanitaire et social. Donc, voilà, l'idée, c'était d'accompagner les jeunes à travers ces 3 volets. Et donc 3 volets, et dans ces 3 volets, il y a des actions. Et le dispositif Thiécar, on en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais en quelques mots, Thiécar, je le disais, c'est du théâtre pour parler de sujets, pour être un moyen d'expression pour ces jeunes, c'est exactement, ça, pour prendre confiance en soi, pour prendre la parole, pour libérer la parole. Et on en parlera tout à l'heure avec d'autres invités sur ce sujet. Thiécar, sur ce plateau également, les journalistes de la rédaction de TV78, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Avec vous tout à l'heure, les résultats sportifs du week-end. Que s'est-il passé dans le département comme d'habitude, les résultats sportifs du week-end, il y a eu notamment une très belle victoire de Poissy en National 2, voisin bretonneux aussi qui a gagné dans première division de district, et on aura avec nous des invités exactement, Axel Duriez qui est avec nous, Axel qui va nous parler de sa très belle 3e place lors des championnats du monde, médaille de bronze, donc voilà, chapeau. Merci. Oui, une première réaction? Pour moi, c'est déjà du passé, on va dire. Maintenant, on est déjà tourné vers les prochains objectifs. C'est ça. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Axel, il y a aussi votre coach René Bamy, qui est un fidèle de ce plateau aussi de TV78, qui vous accompagne à chacune de vos venues. Ouais, on aura l'occasion de lui poser aussi Axel, je l'ai vu, tu avais 11-12 ans à peu près, et maintenant 3e place au championnat du monde. Qui gravit peu à peu les échelons, et on le suit bien sûr sur TV78. Également avec nous, Régine Rallèche de la rédaction de TV78. Bonsoir Régine. Avec vous tout à l'heure, les informations du jour. On reviendra forcément sur cette cyberattaque dont était victime l'hôpital André Mignot, c'est au Chénet-Rocancourt. Dans cette édition également, le bilan de l'édition 2022 du Téléthon. Nous étions notamment dans 2 communes ce week-end, à Manille-les-Hameaux et au Clé-sous-Bois. Toute cette semaine aussi, notre série, nous allons suivre un chef cuisinier, c'est Jérémy Ambiel, et on va voir avec lui de quelle manière il s'approvisionne pour préparer des plats locaux, et notamment une recette traditionnelle, une recette qu'on connaît bien dans les Yvelines, autour de la poule de Houdan. Mais avant tout cela, petit coup d'œil à la météo de demain. Bon, mauvaise nouvelle, demain ce sera brumeux dans la matinée dans les Yvelines et très frais. Pensez à vous couvrir pour éviter les virus de l'hiver qui circulent en ce moment. Comptez 2 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan. Ce sera 1 degré à Rambouillet. Dans l'après-midi, les températures n'augmenteront que très peu. 3 degrés à Rambouillet. Ce sera 4 degrés à Versailles, Houdan et Mantes-la-Jolie. Ce mardi 6 décembre, nous fêterons les Nicolas. Et tout de suite, les informations du jour avec vous, Régine Rallèche. L'hiver arrive à grands pas et la météo, justement, ne manque pas de nous le rappeler dans les Yvelines. Ce matin, les premiers flocons sont tombés dans les Yvelines, mais d'après les prévisions de Météo France, la neige ne s'installera pas dans le département. Il n'y aura donc pas de quoi faire de bataille de neige et des bonhommes de neige. On devra être encore patient sur cet aspect-là. Alors, direction à présent le Chénet-Rocancourt, c'est l'information du week-end, Régine. Le centre hospitalier de Versailles a été victime d'une cyberattaque. Victime d'une cyberattaque samedi soir, l'hôpital André Mignot de Versailles a déclenché son plan blanc qui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de crise. Vers 21h, des ordinateurs affichaient un message concernant des informations dérobées. Pour limiter la propagation sur le réseau, la direction a coupé l'ensemble du système d'information. Une cellule de crise a également été ouverte. On écoute le témoignage du maire du Chénet-Rocancourt au micro de Patrick Jacques de Dixmude.
L'idée, c'est d'accompagner l'équipe qui est en gestion de crise le temps qu'il faudra, donc sans doute jusqu'à Noël, pour s'assurer qu'ils ont l'ensemble des moyens. Donc dès hier, le ministre de la Santé, François Braun, est venu indiquer que le SAMU zonal, donc le SAMU Île-de-France, était venu apporter dès hier soir des moyens, notamment en matière de biologie, pour venir pallier les défaillances liées à l'attaque. Donc on a, en termes de matériel, on n'aura pas trop de soucis. Je pense que la solidarité va fonctionner. Derrière, il faut qu'on s'assure que les personnels tiennent dans la durée. L'ARS Île-de-France, agence régionale de santé, invite les patients à composer directement le 15 en cas d'urgence. L'établissement peut aussi compter sur la solidarité régionale. Certains patients ont été transférés dans d'autres établissements franciliens, comme nous l'explique Alexandre Moquédé, directeur de la communication au centre hospitalier de Versailles. 6 patients ont été transférés par précaution sur des patients qui étaient particulièrement instables, étant donné que le système d'information était indisponible pour faire le suivi et la surveillance de ces patients au central qui n'était pas possible. On a préféré les transférer. Une plainte a été déposée dimanche par l'hôpital et le parquet cyber de Paris a été saisi sur ce dossier. L'ANSSI, qui est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, va réaliser un suivi des conséquences de l'attaque. Et on continue à présent, Régine, avec le chiffre du jour, 1800. 1800, c'est le nombre d'armes abandonnées par des Yvelinois auprès des forces de l'ordre. Une opération nationale avait été lancée le 25 novembre dernier par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Le but était de régulariser la situation des détenteurs d'armes. 2 options étaient alors possibles, les enregistrer ou les abandonner. De quel type d'armes parle-t-on ? Alors, seules les armes à feu étaient ouvertes à l'enregistrement dans le système d'information des armes. L'abandon, lui, concernait en plus des armes à feu, les armes de poing, les armes blanches et les petites munitions. Alors, toute autre chose à présent, c'est une nouvelle idée de sortie du côté de Maurepas. Une salle de réalité virtuelle ouvre aujourd'hui dans la zone Paris-Ouest à Maurepas. C'est IVA, eSport Virtual Arena, le leader mondial de sport virtuel, qui ouvre sa dernière salle en Île-de-France, sa deuxième salle, pardon. Le concept, des joueurs sont munis d'un casque de réalité virtuelle, d'un fusil à pompe connecté et d'un sac à dos. Ils s'affronteront en se déplaçant librement au sein d'une arène de 500 mètres carrés. Et notre dernière info du jour est plutôt insolite. Antoine Ray, un habitant de Houdan, a pris l'avion ce matin direction le Caire en Égypte. Son objectif est de traverser le continent jusqu'au Cap qui se situe donc au sud de l'Afrique. Au total, il parcourra 12 000 km. Pour le moment, pas de billet retour vers la France. Le cycliste ne s'interdit donc pas de rejoindre l'Amérique du Sud pour un autre périple. Merci Régine pour toutes ces informations. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait, d'une information qui vous fait réagir, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Et un invité nous a rejoint en plateau, c'est Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Maire de la commune de La Verrière, vous êtes aussi l'un des vice-présidents de 50 ans en Yvelines et aussi du département des Yvelines. Avec vous, on va parler de ces travaux qui sont lancés à La Verrière. Alors, il y a le réaménagement de ce pôle gare nord, mais aussi ce futur écoquartier gare Bécane, qui est aussi un projet d'envergure pour la ville. Je profite de votre présence de maire en plateau pour vous faire réagir à l'une des informations du week-end. C'est cette cyberattaque dont a été victime l'hôpital André Mignot situé au Chénet-Rocancourt. Vous, en tant que maire, en tant qu'élu local, quand vous voyez qu'un hôpital peut subir une cyberattaque, on sait que des collectivités ont pu aussi faire l'objet de cyberattaques. Est-ce que ça vous inquiète de voir ce genre d'actualité ? Bien sûr, on est vraiment dans des actes de terreur, on a des patients qui ont dû être transférés, on a des équipes qui sont totalement déstabilisées. Le CIG, le Centre interdépartemental de gestion, a lui aussi subi ce type de cyberattaque, ce qui dans la ville de La Verrière, nous a mis dans une grande difficulté pour gérer les payes, notamment de nos agents, pour récupérer les données confidentielles. Donc on est face à des menaces de plus en plus grandes, et donc il faut qu'on se protège, et qu'on se protège avec des moyens vraiment efficaces. On sait que la cybersécurité est un élément fort, en tout cas dans la politique de 50 ans en Yvelines, de l'agglomération. Qu'est-ce qu'on peut faire localement pour éviter ce genre de problème à l'avenir ? Là, c'est quand même un hôpital qui est touché avec des patients, un personnel aussi qui est concerné. Du coup. Il faut qu'on fasse attention, chacun à notre niveau, les particuliers, il faut vraiment faire gaffe sur les sollicitations sur Internet, sur
les demandes d'envoi, de code, sur le les cyberattaques. Et puis, il faut au niveau collectif qu'on fasse aussi très très attention dans la manière dont on gère nos messages, dans la manière dont on protège, dans la manière dont on code nos informations. Et c'est pour ça qu'à Saint-Quentin, on s'attaque au taureau par les cornes avec des formations qui sont labellisées par l'agglomération pour former nos jeunes et moins jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent sur ces métiers de la cybersécurité parce que c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Alors je le disais, on parle avec vous de deux sujets d'envergure pour la Verrière. Ils sont directement liés, bien sûr. Le premier, c'est celui-ci. Les travaux ont été lancés depuis février 2022. Les travaux d'aménagement du secteur nord de la gare de la Verrière qui sont actuellement en cours. Parmi les opérations, une nouvelle écostation de bus, création d'un parvis de 6000 m², d'un parking relais de 900 places. La fin globale des travaux est prévue dans un an. Alors la première étape de ce projet, on peut le dire, c'est la première étape d'un projet de plus grande envergure qui est l'aménagement du quartier Gare Bécane. On va en parler dans un instant, mais on regarde à présent le reportage de Julien Leroy. Un nouveau visage pour la gare de la Verrière. Démarrés en février 2022, les travaux d'aménagement du nouveau pôle multimodal sont en cours. Objectif, fluidifier les transports en commun et la circulation automobile dans ce secteur traversé chaque jour par 25 000 voyageurs. C'est une demande globale d'amélioration et effectivement d'améliorer globalement le fonctionnement des transports et moderniser effectivement ce secteur qui en avait bien besoin. D'où aujourd'hui cette mise en service de la gare routière, une gare routière toute neuve qui représente plus de 850 mouvements par jour. Desservie par 11 lignes, cette écostation de bus permet un meilleur accueil des usagers par rapport à l'ancienne gare routière. En complément, un nouveau parvis piétonnier de 6000 m² verra le jour en septembre 2023. Le passage souterrain sera prochainement rénové avec de nouveaux éclairages pour plus de sécurité. Au total, 11,5 millions d'euros seront nécessaires à ces réaménagements. Ça demande vraiment d'être refait parce que c'est une gare vraiment desservie. C'était vieux, il fallait renouveler et voilà quoi. Tout ça dans un cadre paysager très qualitatif puisqu'on plante plus de 165 arbres, mais également plus de 23 000 plantes couvre-sol et graminées. En parallèle, un nouveau parking relais de 900 places sera créé. Cet édifice sera 100% autonome en énergie grâce à des panneaux photovoltaïques. Sa livraison est prévue en mars 2023 pour un coût de plus de 10 millions d'euros. Les usagers qui auront des passes Navigo, notamment annuelles, auront accès à ce parking relais dans des conditions préférentielles pour finalement un stationnement beaucoup plus adapté et beaucoup plus confortable. L'achèvement des travaux du pôle Gare Nord est prévu pour fin 2023, première étape avant le démarrage du projet urbain Gare Bécane qui verra la construction de 1500 logements et 60 000 m² de pôle d'activités économiques. Alors quelques chiffres, Nicolas Dainville, 5,7 millions de voyageurs transitent par la gare de la Verrière par an. Il y a 2 lignes de Transilien qui passent par cette gare qui sont les lignes N et U et 11 lignes de bus, ça a été rappelé. Et ce qui a été dit aussi à la fin de ce reportage, c'est que c'est finalement une première étape d'un grand projet pour le territoire de la Verrière. C'est cet écoquartier Gare Bécane qui va avoir le jour. Repenser la gare, d'abord, c'était une première étape clé justement pour venir après sur ce projet Gare Bécane. Bien sûr, on avait une gare extrêmement vétuste. Moi, je me souviens d'il y a près d'une dizaine d'années où les élus déjà se mobilisaient pour essayer de donner de nouveaux moyens pour cette gare. On n'accueillait pas les usagers dans des conditions acceptables, également pour les personnes à mobilité réduite où les rampes d'accès n'étaient même pas aux normes, sans parler du souterrain qui était quasiment coupe-gorge et très anxiogène. Donc il fallait vraiment mettre les moyens et tout cela prend du temps, mais les moyens avec la région, avec la SNCF, avec l'agglomération, avec le département se sont mis d'accord pour d'abord faire le pont Schuller qu'on a inauguré il y a maintenant à peu près 2 ans. Entre la Verrière et Maurepas. Entre la Verrière et Maurepas, qui permet un aménagement également sécurisé pour les piétons, pour les vélos, pour les bus. Le nouveau parking, 900 places, gratuit pour les détenteurs du pass Navigo annuel. Il y a eu toute une mobilisation pour augmenter le nombre de places. On est passé à peu près de 500 qui étaient programmés à plus de 900, 914 pour être précis, qui sera à la pointe de l'innovation énergétique puisqu'il sera en autoconsommation avec des panneaux photovoltaïques qui vont être installés. On a également ce parvis piéton qui pour la Verrière est une vraie opportunité pour développer un vrai quartier de la gare. On avait une gare à la Verrière, mais on n'avait pas un quartier qui rayonnait autour de la gare comme dans de nombreuses communes. Là, on aura
comme l'a rappelé votre reportage, un beau parvis piéton. Moi, j'ai veillé à ce qu'il y ait des dalles qui soient extrêmement qualitatives. On aura également une offre de commerce qui permettra d'offrir aux verriérois et aux usagers un certain nombre d'offres culinaires. On aura également un service Véligo, donc de location de vélos électriques, des nouveaux arceaux vélos, et puis une attention particulière sur la végétation qui sera la plantation d'arbres, un peu plus de 130 arbres qui seront plantés sur cet espace pour avoir un espace qui soit agréable, qui soit verdoyant. Donc réaménagement de la gare et s'en suivra ensuite, on le disait, le futur écoquartier Gare Bécane. Alors quelques chiffres aussi sur ce projet, 1500 logements, 60 000 m² de pôles d'activité économique seront construits avec aussi des commerces, du service de proximité, le tout dans un espace de plus de 70 hectares. Le projet, c'est un projet dont on parle depuis longtemps, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été lancé en 2013, il y a eu la création, ça c'est une date importante, en 2015, d'une ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement concertée. Quels sont les objectifs? C'est vrai qu'on parle souvent de désenclaver la ville de La Verrière. C'est le premier objectif de ce quartier Gare Bécane, cet écoquartier? Moi, je dirais, c'est de dynamiser la ville. C'est le projet du siècle pour La Verrière. Il y a le projet En Rue, au Bois de l'Étang, pour vraiment améliorer notre entrée de ville, pour donner une meilleure qualité de vie aux habitants, pour donner un nouveau visage au quartier. Et cela va de pair avec ce projet Gare Bécane, dont on parle depuis près de 40 ans, qui est un peu le vieux serpent de mer, mais là, qui rentre dans une phase extrêmement concrète. On s'est mis d'accord avec tous nos partenaires, toutes les planètes s'alignent en termes de financement, en termes de programmation. Et l'idée, c'est de dynamiser la ville. En ayant plus de logements, ça permet d'avoir plus de services. Et notamment programmer une maison de santé, puisqu'on a 0 médecin dans la ville. Là, d'avoir plus d'habitants, ça permettra d'être plus attractif pour attirer des médecins et des services paramédicaux. Et puis, vous avez évoqué effectivement les commerces. On va essayer d'attirer entre 20 et 25 nouveaux commerces pour avoir une plus grande diversité d'offres, notamment en termes de restauration, en termes d'artisans, de commerçants. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et il y a un troisième enjeu essentiel, c'est d'avoir un cœur de ville. On a une ville avec des quartiers qui parfois manquent de liants. Là, l'idée, c'est d'avoir un vrai cœur de ville qui permette de rassembler tous nos quartiers, de profiter à l'ensemble des habitants. Et moi, avec l'équipe, on a une vraie exigence, c'est d'avoir une architecture classique, traditionnelle, qui rappelle cet esprit village auquel on est attaché, puisque la ville de La Verrière, c'est vraiment un trait d'union entre Saint-Quentin-en-Yvelines et sa dynamique, mais aussi la vallée de Chevreuse. On est aux portes de la vallée de Chevreuse. Et l'idée, c'est de s'inspirer de ce qu'ont fait des villes comme le Plessis-Robinson, c'est-à-dire de miser sur une architecture qui rappelle les bourgs d'antan, les villages d'autrefois, avec une fontaine, avec des volets battants, avec des frontons, avec des yeux de bœuf, avec tout cet univers architectural qui permet d'être rassurant et de faire en sorte qu'on s'y sente vraiment bien. Donc c'est un projet qui a été approuvé, vous l'avez dit, après des années de travail avec la population, les partenaires institutionnels. C'est un projet aussi qui avait suscité quelques oppositions, et l'une pas des moindres, celle du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, qui est devenu depuis président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait que tous les voyants sont au vert aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le rapport de confiance. C'est vrai que la ville, l'agglomération, le département, la région, tous ces partenaires-là, on travaille dans une grande confiance. Et ça change tout. Ensuite, sur le nombre d'équipements publics, on a pu, en suscitant la confiance, être plus ambitieux. Donc on aura également une nouvelle école qui est programmée, cette maison de santé qui est également programmée grâce au département, une nouvelle maison de quartier qui est également dans les perspective, cette exigence de respecter la perspective du château. On a un château extraordinaire du XVIIe siècle qui appartenait à l'aide-de-camp de Napoléon. Tout cet univers historique va être mis en avant, mais tout cela n'était pas forcément prévu auparavant. Là, on a vraiment souhaité mettre l'accent sur la préservation de la nature et de cette qualité historique qu'on veut mettre en avant. Et puis, pour terminer sur le nombre de logements, c'est vrai que le maire d'Elancourt, comme le maire de Maurepas, s'inquiétait sur un nombre démesuré de logements. C'était 1800 jusqu'à 2200. Là, on a réduit à 1500 avec également cette qualité architecturale qui rassure tout le monde. Et puis également sur le nombre de logements sociaux qui est revu à la baisse pour qu'on ait vraiment un plus grand équilibre. On a une ville avec 72% d'HLM. Il faut qu'on revienne à des chiffres plus mesurés. Avec un maître mot avancé, en tout cas, c'est la concertation. Il y a eu déjà
des balades urbaines qui ont été organisées, des ateliers. Une réunion publique s'est tenue le 24 novembre dernier. Il va y avoir de nouvelles concertations sur Bien le sujet évidemment, on va avoir des balades urbaines, on va avoir des ateliers. Et le maître mot, c'est Esprit Village, trait d'union entre la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est attractivité pour rendre notre ville encore plus attractive. On a une gare, c'est extraordinaire. Il faut que ce nouveau quartier dynamise la ville, attire du service, des commerçants et rendre la ville encore plus belle qu'elle ne l'est. On disait la fin des travaux de la gare dans un an. Pour ce projet Gare Bécane, quel est le calendrier espéré? Alors, les premiers aménagements sont attendus plutôt au début du deuxième mandat, donc c'est-à-dire une durée de 4 ans. Tout ça prend du temps, il y a des études environnementales, il y a également le choix des promoteurs. C'est très lent, c'est très long, mais on avance. C'est ça qui est important, c'est que c'est du concret maintenant, c'est plus du blabla, c'est du concret. Donc avec les habitants, premier coup de pioche, on va dire, d'ici 2026. Est-ce qu'il y a déjà un budget qui est évoqué ? Bien évidemment, on a le budget de l'école qui coûte cher, on a également le centre de loisirs qui est programmé, la maison de santé. Pour la gare, le budget est connu, hein, vous avez cité, c'est près de 10 millions d'euros pour le parking, c'est près de 10 millions d'euros pour le parvis. Là, on aura une ZAC, une zone d'aménagement concerté qui sera déficitaire, mais qui va permettre d'être équilibré, je dirais, d'un point de vue social. On aura moins de logements, plus de services, pour une ville qui soit agréable à vivre. Avec différents financeurs, on imagine sur le... Alors c'est Saint-Quentin qui est l'aménageur, et puis pour la maison de santé, c'est effectivement le département qui devrait contribuer, et puis la ville, bien évidemment, qui donnera sa part. Donc plus de 10 millions sur la gare, et sur le projet Gare Bécane, est-ce qu'on a un chiffre? Alors c'est une ZAC, donc la ZAC, c'est un équilibre entre les équipements publics et les logements qui seront vendus. Forcément, une ZAC qui sera un petit peu déséquilibrée, puisqu'on a réduit le nombre de logements et qu'on est très ambitieux sur le nombre d'équipements publics. Merci Nicolas Dainville d'être venu parler de ce sujet, ce projet d'éco-quartier dans la zone Gare Bécane. Je rappelle que vous êtes le maire de La Verrière, également l'un des vice-présidents de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et aussi du département des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'autre actualité de ce week-end, c'était également le Téléthon. Plus de 78 millions d'euros ont été recueillis vendredi et samedi en France contre les maladies génétiques rares. Alors quel est le bilan dans les Yvelines où plusieurs animations étaient également organisées pour récolter des fonds? Exemple à Magny-les-Hameaux et aussi dans la commune des Clés-sous-Bois avec Mathilde Francou et Nicolas Dandry. L'Alsace à l'honneur au gymnase Chantal Mauduit de Magny-les-Hameaux pour cette 36e édition du Téléthon. Et cette année, la commune a été choisie pour être le village du secteur Est dans les Yvelines. Une fierté pour l'association Objectif Téléthon Magnicois qui existe depuis 15 ans. L'année dernière, on a battu un record. Nous étions à 3,83 € par habitant. C'est un beau chiffre parce qu'on est à 1,13 € à Paris. On en est très très fiers et cette fierté fait que nous sommes aujourd'hui village Téléthon, reconnu donc dans ce qui est fait ici à Magny-les-Hameaux. Au programme de nombreuses animations, basket, coloriage et courses sportives. Aujourd'hui, on a fait une course itinérante avec plus de 30 jeunes sapeurs-pompiers qui ont couru 13 km avec une jeune personne handicapée qui a 10 ans qui s'appelle Enzo. Et donc voilà, ce sont ces jeunes qui ont porté ce projet, qui ont porté Enzo pendant toute la course. Et cette année, Nour Brousse, la gagnante de The Voice 2022, était la marraine du Téléthon Magnicois. Je défends cette cause pour la science parce que c'est important, ça peut arriver à tout le monde et c'est une cause très importante. Je pense qu'on a tous eu quelqu'un dans notre famille atteint d'une maladie et c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que je soutiens cette cause aujourd'hui. J'ai choisi une chanson qui s'appelle Rise Up et c'est l'histoire d'un couple. Il y a un monsieur qui est en fauteuil roulant, qui a une maladie et sa femme l'aide à gravir les montagnes en fait, avec lui. Et je trouvais que c'est une chanson d'espoir et pour le Téléthon, c'est quand même important de passer un message d'espoir aux gens. Direction les Clés-sous-Bois, une autre célébrité était présente pour soutenir la cause. Il est important dans les moments que l'on vit de venir soutenir, d'aider, d'encourager quelque part tous les bénévoles qui organisent cette manifestation. Je trouve ça génial de participer et je suis très fier d'être leur parrain. Au total, 683 401 € ont été récoltés dans les Yvelines, un chiffre qui tend à évoluer mais qui est tout de même en baisse par rapport à l'année dernière où 712 000 € avaient été récoltés.
Ça se ressent qu'il y a le problème actuel, il y a eu moins de ventes, à mon avis. Il y a moins de ventes dans les stands tenus par les bénévoles. Et si vous souhaitez faire un don, vous pouvez toujours le faire jusqu'au vendredi 9 décembre. J'accueille à présent sur ce plateau une journaliste de la rédaction, Gabrielle Gontier, bonsoir. Et avec vous, on va parler de théâtre. Et oui Grégory, j'ai assisté à l'un des ateliers proposés par l'association Tchèque-Art. C'était il y a quelques semaines au centre culturel Le Chapelain à Mantes-la-Jolie. Justement, Mamadou Traoré et Marwan Arbouch, vous nous avez rejoints. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous faites partie des mentors de l'association. Je vous propose de regarder le sujet. C'est bien. Super. Continue, bien. Apprendre à interpréter un rôle, tenir la pose face au public, s'écouter et écouter les autres. Ta mère est toujours dernière, laisse un peu les autres derniers aussi. Important de laisser la place aussi aux autres. 2 fois par semaine, ils sont une quinzaine de collégiens à participer aux ateliers du dispositif culturel Tchèque-Art mis en place par l'association Jeunesse sans frontières. Bravo, bravo. Soutenu par les établissements scolaires partenaires, le but est d'encadrer la jeunesse et leur faire découvrir le théâtre comme moyen d'expression pour aborder les problématiques sociales liées à la banlieue. Je suis là pour apprendre de nouvelles choses, pour jouer, pour connaître d'autres personnes. On a fait le tableau vivant, où c'est un travail de groupe. 3, 2, 1, tableau figé. Je veux que des statues personnelles. Au cœur de l'accompagnement, la sensibilisation pour favoriser le lien social et la tolérance. Pour cette fin de séance-là, j'ai ramené Yasmina, qui est une ancienne élève de Clémenceau. Je lui laisse la parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour commencer, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire? Oui. Mais c'est quand par exemple, il y a quelqu'un qui se fait insulter tout le temps par un petit groupe ou par une personne toute seule. C'est bien. Pendant 15 minutes, chacun a pu échanger sur la thématique, l'occasion pour certains de se confier sur leur expérience personnelle. Moi, c'est des moments où on rentre dans l'intime, où on plonge un peu à l'intérieur d'eux et où, on va dire, ils se livrent. Et voilà, c'est ce genre de moment où on sent qu'ils grandissent à un instant T, en fait. Parce que là, ils ont une réflexion, ils sont dans l'échange. Et c'est les moments les plus riches, en fait, de l'accompagnement. Pour finir en beauté ce projet, les jeunes fouleront les planches pour une représentation en décembre. Avec nous en plateau également, nous a rejoint Rudy Nzinga. Alors la représentation, elle aura lieu le 16 décembre. Est-ce qu'ils sont prêts? Nos jeunes, bien sûr. Là, on est en pleine préparation. On arrive, on va dire, à un instant un peu important. C'est le moment, on va dire, où les jeunes, où ils se ressentent la pression. Mais en même temps, c'est de la pression positive parce que c'est l'avenue du spectacle qui les met dans cet état-là. Alors, vous travaillez avec ces jeunes sur des thématiques, notamment des problématiques liées à la banlieue. Là, on parle aussi d'harcèlement scolaire au travers de votre travail. Pourquoi c'est un thème qui était important à vos yeux? Pourquoi le mettre en avant? Du coup, c'est à travers un petit peu mon expérience sociale, où j'ai travaillé dans les collèges et aussi dans les lycées, qu'on a constaté que de plus en plus, les jeunes utilisent ce moyen-là d'expression, en fait, l'harcèlement pour s'intégrer dans un groupe. Pour eux, ils ont l'impression que peut-être qu'en se liguant contre les autres, eh ben, ils se sentiraient valorisés, ils se sentiraient importants. Et l'idée, c'était un petit peu de casser cette image-là, en fait. Donc c'était voilà la raison pour laquelle on a choisi le harcèlement. Au-delà de cette thématique, vous avez vraiment à cœur, et je l'ai vu pendant le tournage, de leur inculquer la bienveillance. C'est des valeurs qui sont importantes pour vous et pour l'association? Elles sont nécessaires et elles sont essentielles, très très importantes. C'est avec ces valeurs-là qu'on va pouvoir justement combattre l'harcèlement et les autres choses qui gangrènent un peu leur cœur. Donc pour nous, la bienveillance, c'est le mot d'ordre. C'est vraiment d'accepter les autres. Et il y a un rôle important, celui de mentor. Justement, comment vous êtes arrivé dans cette initiative? Qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi vous êtes joint
dans ce dispositif, Marwan? Alors le mentorat c'était un projet parmi le grand projet Ikigai. Donc on a accepté dès qu'on nous a proposé en fait ce projet, surtout quand on a su que c'était sur le thème de l'harcèlement. C'est un thème qui touche beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui nous a tout de suite touchés. Donc on a accepté de rejoindre le projet et de mentorer ces jeunes sixièmes, de les accompagner d'un point de vue culturel avec l'association. Et Mamadou, Rudy utilisait le mot de bienveillance, c'est aussi ce que vous avez ressenti, vous, dans ce travail qui est mené encore actuellement? Ouais, exactement. Ce travail qu'on a mené, on voulait justement leur retranscrire, nous, toutes les bonnes volontés, et pour que ça leur fasse, j'ai envie de dire, un bon bagage pour la vie. Et franchement, si on peut aider, on aide. Et le moyen culturel, franchement, c'est un bon moyen. Gabriel? Alors, vous leur apportez beaucoup, on l'a compris, mais qu'est-ce que eux vous apportent? Franchement, ce qu'ils nous apportent, indescriptible. J'ai envie de vous dire, parce que c'est des enfants. Et quand on parle d'enfants, on parle de sujets sensibles, forcément. Mais pas que. Ça nous donne le sourire, franchement, de les voir se développer, de se dépasser pour quelque chose qui leur tienne à cœur aussi. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, parce qu'ils ont conscience aussi. Donc ils veulent faire comprendre à leurs camarades leur engagement et la thématique sur laquelle on travaille. Oui, finalement, Marwan, la richesse est partagée, elle est à prendre de part et d'autre. Complètement. En fait, on a l'impression de beaucoup donner au début, on donne du temps, on donne de l'énergie, mais on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. On reçoit des émotions, des sentiments, on reçoit de la bonne humeur, de la joie de vivre de la part des enfants, on apprend à les connaître et on les voit grandir. Tout simplement. Et Rudy, si on revient à ce dispositif, on le disait, qui fait partie des actions d'une association qui s'appelle Jeunesse sans frontières, le dispositif TIECA, donner la parole à ces jeunes finalement via le théâtre. Pourquoi c'était important de leur donner la parole via le théâtre? Pourquoi le théâtre est un élément intéressant pour leur donner la parole? Le théâtre, ça permet de verbaliser ses émotions. Donc au lieu de les exprimer à travers la violence ou à travers des insultes, à travers le harcèlement par exemple, et justement le théâtre, ça va permettre vraiment de creuser en soi et de verbaliser ça à travers les mots. Donc c'est pour ça que nous, ça a été essentiel. On l'a commencé d'ailleurs avec Mamadou ici présent. On a commencé avec eux de les prendre en main et de s'accaparer, on va dire, un thème qui était les thèmes des violences et de les verbaliser à travers le théâtre. Gabriel? Vous pensez que ça va être une plus-value dans leur vie plus tard de savoir s'exprimer en public, d'avoir appris toutes ces choses-là avec vous? Sans aucun doute. Parce que dès qu'on est face à soit un adulte ou on fait un entretien par exemple, on a besoin un peu de cette confiance-là, de s'exprimer, de cette posture. Et à travers le théâtre, forcément, on apprend ces codes-là de posture, de tenue, d'éloquence. Voilà, il y a de l'art oratoire en fait qu'on touche en fait. Et vous travaillez aussi avec les écoles, les établissements où sont scolarisés ces enfants, notamment la CPE qui vous accompagne, je crois. C'est ça. Du coup, un gros merci d'ailleurs à Madame Venel, qui est CPE un peu référente de ce gros projet et qui nous accompagne tout au long un peu de ce projet. Et je pense qu'elle a su voir en nous, elle a su voir à travers les mentors aussi, l'investissement, l'implication qu'il y a à accompagner, à donner tout ce qu'on savait à ces jeunes-là. Il y a aussi, comment l'accueillent les parents aussi, ce dispositif? Quelle est votre relation avec eux? Est-ce que ça leur plaît que leurs enfants puissent faire du théâtre, justement? Oui, bien sûr. Ouais. On va dire que, comme on est issus du même quartier pour la plupart, ou de la même ville, il y a tout de suite un peu, on va dire, cette confiance qui s'est installée. Et tout de suite, ils ont vu d'un bon œil, je pense, j'aime à le penser, que le fait qu'on prenne en charge leurs enfants dans des temps extrascolaires, c'était une belle initiative. Ouais, c'est une belle initiative, en tout cas bravo à vous Rudy, Marwan, Mamadou, et on va continuer de suivre ce projet, Gabriel, sur TV78. Oui, on sera là le 16 décembre pour la représentation. Qui aura lieu en décembre, vous l'avez dit. On a toutes les informations. Merci encore d'être venu sur ce plateau et merci à vous. On va suivre bien sûr la suite avec attention. C'est nous, on vous remercie, merci beaucoup.
Cette semaine, nous vous proposons également sur TV78 une série de reportages sur le chef cuisinier Jérémy Ambiel. Son restaurant, c'est l'Arche. Nous allons le suivre dans la réalisation d'une recette phare du territoire. C'est la poule au pot avec des ingrédients du pays houdanais. Justement, ce soir, premier numéro effectué lors des courses du chef avec le chef. Et nous suivons ces courses avec Nicolas Dandry et Mathilde Franco. Bonjour, je me présente, je suis Jérémy Ambiel, chef du restaurant de l'Arche. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner la poule au pot avec la poule de Houdan et pour ça, je vous propose de m'accompagner et de voir tous les locaux avec qui je travaille au quotidien. Donc la première étape, c'est d'aller à la boucherie des Arts sur Houdan pour récupérer de quoi faire la farce pour la poule au pot et aussi la pièce du boucher pour le restaurant, pour le service du jour. Je suis dans le secteur de la restauration depuis à peu près une quinzaine d'années. On a quand même un beau domaine, on a un beau site, on a un beau restaurant et il y a énormément de choses à faire dessus. Donc voilà. Après, une identité sur le restaurant, je pense pas qu'il y en ait vraiment une. L'idée, c'est de faire du familial, de la cuisine de terroir, de la cuisine de grand-mère. En fait, de faire simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec les locaux qui choisissent les produits pour nous. Et voilà, je leur fais totalement confiance aujourd'hui sur le choix des produits. Je connais pas toutes les saisons de tout. Donc moi, je vais voir mon maraîcher. Je dis, qu'est-ce qui va arriver, quelle est la fin de la saison pour tel produit, qu'est-ce qui va commencer demain. La poissonnière, c'est pareil. Voilà, Nathalie, elle me dit, tiens, là en ce moment c'est la Saint-Jacques, il faut y aller. Et on met la Saint-Jacques à la carte. Quand elle va me dire, écoute, la Saint-Jacques c'est fini, hop, on arrête. Et à chaque fois, en fait, on est dans la communication à ce niveau-là. C'est eux qui me disent, respecte tel produit pour que tu respectes la saisonnalité des produits. On va commencer par la boucherie des Arts à Houdan qui me fournit toute la viande. Donc là, on va faire une farce à base de veau. Après, on va aller chez Bifruit qui est le maraîcher. On va chercher tout ce qui est échalotes, les oignons, les poireaux, les carottes, le persil, les champignons. Après, on va aller chez Julien Lecoq, donc chez la ferme Lecoq à Logne, où on va récupérer la poule de Houdan. Salut. Voilà, cette fois-ci, c'est bien la fin du reportage et je vous disais, pour suivre la suite des aventures de Jérémy Ambiel, rendez-vous toute cette semaine dans le 7-8 sur TV78, bien sûr. Et c'est l'heure de notre large page sport dans le 7-8 avec notre journaliste sport de la rédaction de TV78, Mickaël Elmidoro. Je suis de retour. Vous êtes de retour et on va parler forcément pour commencer de football. C'est notre image sport du week-end. Elle concerne la Coupe du Monde de football qui se tient en ce moment au Qatar. 2 images prises pendant le match de l'équipe de France ce dimanche à 16h face à la Pologne. La première image dans un bar de Saint-Germain-en-Laye, un bar bondé pour soutenir l'équipe de France. Les supporters ont fait beaucoup de bruit à chaque but et l'ambiance était bonne. Enfin, ils étaient environ 150 dans l'établissement et quelques autres en terrasse. L'autre photo a été prise après le match de Voisin-le-Bretonneux en dernier district contre le FC Mantois. Les Vicinois ont filé directement voir la rencontre après le coup de sifflet final aux alentours de 16h30. C'était d'ailleurs le cas pour beaucoup de joueurs des Yvelines, tous sports confondus. Les matchs étaient programmés pour la plupart aux alentours de 15h. Au total, 14,32 millions de Français ont regardé cette victoire de la France contre la Pologne. Ils seront sûrement encore plus nombreux ce samedi soir à 20h face à l'Angleterre. L'Angleterre. Moi, malheureusement, mon match était à 15h, donc j'ai raté une partie du match. Voilà.
Nos invités d'ailleurs sport sont revenus en plateau, Axel Duriez et son coach René Ebami. Vous y croyez à la victoire de l'équipe de France? Franchement, je pense, j'espère. 100%, bien sûr. J'espère, après je suis mitigé entre la France et le Portugal, n'empêche. Et face à l'Angleterre, René, vous n'avez pas peur? C'est quand même une équipe un peu plus relevée, on va dire, qui se présente pour les Bleus. Mais ils sont prêts, donc je pense qu'ils vont en faire une bouchée. Bon, on va en parler dans un instant de la très belle médaille de bronze d'Axel Duriez qu'il a obtenue au championnat du monde. Ce sera dans un instant. On va poursuivre avec les résultats sport du week-end et on continue à parler de football, toujours à Voisins-le-Bretonneux. On jouait donc ce week-end en D1 de district, comme je l'ai dit précédemment. Voisins-le-Bretonneux recevait l'équipe 3 du FC Mantois et les Vicinois ont remporté ce choc. Une belle victoire 2-1 sur leur terrain et qui fait du bien au classement. Le Voisin FC monte sur le podium. L'équipe est 3e avec 15 points et distance son adversaire du jour. Le championnat est toujours dominé par Limay qui caracole en tête avec 20 points et 6 victoires en 8 journées. Football toujours, mais le championnat national 2. Poissy repart de l'avant après une défaite contre Racing Colombe 92 la semaine dernière. Les Pissiakais se sont imposés 2-1 sur leur pelouse face à Vannes. Les buteurs Amadou Konaté et Tchèque Touré à la 77e minute. Après 12 journées disputées, Poissy est 2e avec 25 points et le club peut toujours espérer monter en fin de saison. On jouait également sur les terrains de Régional 2. Plusieurs matchs étaient au programme ce week-end. Trappes s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'ES parisienne. 2-0 également pour l'équipe 2 du FC Mantois sur son terrain contre Garenne-Colombe. Conflans gagne 2-1 face à Adamois. Poissy 2 s'impose 3-0 face à Champigny. Enfin, grosse contre-performance de Houille, défait sur son terrain face à Ivry US 2 sur le score de 1-0. Le championnat est toujours dominé par Argenteuil. Conflans est 2e et Houille est 3e. Le rugby et le championnat de Fédéral 2, ça jouait ce dimanche. Dans ce championnat de Fédéral 2, Plaisir qui veut monter en fin de saison a perdu le choc face au Havre AC sur le score de 21-13, une contre-performance qui les empêche de rester sur le podium. Ils sont 5e à l'heure actuelle. De son côté, Versailles perd d'un petit point sur le terrain du Reux, 28-27. Les Versaillais sont 7e. Le basket, que s'est-il passé sur les terrains de National 2 féminine? En National 2, les féminines du Chénet à Versailles se sont imposées assez facilement sur leur parquet face à Saint-Amand-Hainaut Basket. Le score 68-54. Une victoire qui permet au Chénet-Versailles d'être toujours à la 4e place du classement. Le bilan de l'équipe, 6 victoires et 4 défaites depuis le début de la saison. On termine avec du cyclisme sur piste et j'ai envie de vous dire Cocorico, Mickaël. Cocorico, effectivement, championne du monde en titre de vitesse individuelle. La Française Mathilde Gros, qui s'entraîne presque quotidiennement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, a remporté ce samedi soir à Londres la Ligue des champions de cyclisme sur piste en sprint. Elle devient la première Française à s'imposer dans cette compétition disputée en 5 étapes. La sprinteuse a remporté 4 des 5 manches. L'auto française Marie-Divine Kouamé se classe 9e de l'épreuve. La Ligue des champions qui devrait revenir l'année prochaine au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle avait d'ailleurs assuré l'ambiance, Mathilde Gros, la semaine dernière au Vélodrome national en remportant cette manche justement de vitesse individuelle au Vélodrome national. Merci pour... Et elle est à suivre pour les JO de 2024. Bien sûr, ce sera l'un des visages français à suivre pour ces JO de Paris. Bien sûr, à domicile avec ce Vélodrome national. On continue cette édition avec un très beau résultat. On vous en disait quelques mots au début du 7-8. C'est du tumbling. Il est licencié au Claye-sous-Bois et Axel Duriez vient de remporter la médaille de bronze aux mondiaux de tumbling. C'était à Sofia en Bulgarie. Et nous avons la chance de la voir en compagnie, je le disais, de son coach qui est un fidèle du plateau. On a le plaisir de le recevoir souvent, René Ebami. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette médaille de bronze? Vous êtes venu avec d'ailleurs autour du cou, ça vous fait quoi, Axel? Ça fait un très grand honneur déjà, puisque c'est toujours un rêve de gagner face aux plus grands, ou même de faire une médaille face aux plus grands. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu faire cette médaille, battre certains grands que j'ai toujours rêvé de battre. Puis donc pour moi, c'est un rêve. Est-ce que vous réalisez justement, Axel? Oui, j'ai réalisé, parce que à chaque fois que je fais une compétition assez importante, dès que le résultat est tombé, je passe déjà à la prochaine, je pense déjà aux prochaines compétitions qui arrivent. Donc réaliser, oui, j'ai déjà réalisé, mais je suis déjà sur mes prochains objectifs. Oui, c'est pas un aboutissement pour vous, c'est peut-être la suite d'autre chose, mais vous l'avez fêté quand même, cette médaille, rassurez-vous. Ah oui. Comment vous l'avez fêté? J'ai fait un peu la fête avec tout le monde, toute l'équipe de France, toutes les personnes qui étaient là. Et puis en rentrant chez moi, j'ai vu ma famille et tout le monde m'a félicité. Donc. Et René, est-ce que vous avez fait la fête, vous? Bien sûr, je montrais que je disais que j'ai pas fait la fête. C'est une médaille dont je suis très fier parce que je pensais qu'elle arriverait beaucoup plus tard. Elle arrivait plus tôt que prévu.
Donc voilà, donc elle était inattendue. Donc dans ce cas-là, on fait encore plus la fête parce qu'on se dit, voilà, faut profiter. On ne sait pas quand ce sera la prochaine. Oui, Axel, 17 ans, hein, c'est bien ça. Hein. Absolument, c'est le plus jeune de la compétition. Et je crois que c'est la première médaille masculine pour le tumbling français, si je dis pas de bêtises. Depuis 2001. Depuis 2001. Depuis 2001, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous réalisez justement côté entraîneur, côté athlète directement, celui qui a fait la performance, Axel, est-ce que vous réalisez? Moi je réalise, oui, puisque c'est en plus la dernière personne qui a fait une médaille au championnat du monde, c'est le kiné qui m'a accompagné sur cette compétition, donc Nicolas Fournial, qui du coup c'était une joie de fêter cette médaille avec lui, sachant que c'était le dernier. Passer le témoin, justement, absolument. C'est notre kiné pendant la compétition, donc c'était vraiment assez symbolique cette image où il le suivait et derrière, voilà, il a ramené aussi une médaille. Donc le passage de témoin est assuré. Et vous, en tant qu'entraîneur, quel regard vous portez sur cette performance et justement cette première depuis 2001? Une très grande fierté et Axel surprend de jour en jour parce que je pense que même si moi ça me paraissait très très difficile, lui aussi il passait difficile, mais dans un coin de sa tête je pense qu'il avait en ligne de mire d'avoir une médaille. Il se dit rien n'est impossible et il a raison, la preuve il est venu avec une médaille, mais moi c'est vrai que je n'envisageais pas ça tout de suite. Donc là d'avoir fait ça avec Axel, c'est vrai que depuis que je le suis, depuis qu'il a 11 ans, toutes les compètes qu'il fait, il rentre avec une médaille. Il n'a raté qu'une seule sortie internationale, il a raté qu'en catégorie 15-16 ans, où en plus c'est pas une erreur vraiment technique, c'est parce que la piste était un peu trop courte pour lui. Il avait tellement d'explosivité qu'il a dépassé la réception pour le dernier envol. Mais sinon, à chaque fois qu'il a levé le bras pour se présenter, chaque fois il sortait avec une super performance. Donc je pense que voilà, c'est un grand champion. On voit quelques-unes de vos anciennes performances. Vous n'aviez pas encore la petite barbichette qui est apparue sur votre visage, mais vous disiez, alors c'est pas un aboutissement, du coup une étape supplémentaire. En quoi ça a un peu impulsé peut-être une dynamique supplémentaire dans votre parcours? Vous avez que 17 ans, mais en quoi cette médaille va vous aider pour la suite, vous pensez? C'est comme une source de motivation de se dire que la prochaine compétition internationale où je suis, il faut que je fasse les mêmes résultats. C'est bien, mais mieux, c'est encore... c'est un rêve, et puis de me dire que maintenant j'ai ma place et que je dois m'améliorer pour augmenter de place et finir premier et rester premier le plus longtemps que je pourrais. Et voilà. Mickaël, il y en a un qui est heureux, c'est vous justement, parce que vous le suivez depuis quelques années, Axel. Exactement, vous voyez Axel, les progrès. Je le connais depuis qu'il a 11 ans, 11-12 ans à peu près, et j'ai pu voir un petit peu l'évolution. On vous a annoncé comme un crack, je m'en souviens, la première fois que je suis venu au club des Clés-sous-Bois, on m'a dit Axel, c'est un crack qui va remporter plein de médailles. Finalement, c'est le cas, vous remportez plusieurs médailles, mais comment vous faites pour justement garder la tête froide, Axel, parce que tout le monde vous encense, tout le monde dit que vous êtes un crack, comment on fait pour garder la tête froide? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça un peu. Pour moi, les médailles, ça représente une certaine concrétisation, mais voilà, sans plus, je me dis que j'ai toujours quelqu'un derrière moi qui va me rattraper un jour ou l'autre, donc... Et je pense aussi que René y est pour beaucoup aussi dans l'encadrement aussi de Axel. Oui, je pense que c'est vrai qu'on a eu des moments aussi difficiles parce que c'est vrai que c'est un duo quand on fait la performance où on passe des moments difficiles et ces moments sont nécessaires et ces moments arrivaient justement à chaque fois presque au moment de l'échéance parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir voilà. Mais sinon, voilà, c'est des petits moments qui étaient difficiles, mais on a su relever le truc et puis maintenant voilà, ça roule comme sur des roulettes parce qu'on se connaît super bien, on est complémentaires, moi je sais comment il fonctionne, c'est comment je fonctionne et puis là la machine est lancée, donc on n'a plus trop de difficultés à ce niveau-là. Et vous en tant que coach maintenant, c'est quoi votre message? C'est de lui dire attention, maintenant il y a la médaille d'argent à aller chercher, il faut toujours viser un peu plus haut? Je suis honnête, je vais être honnête avec vous parce qu'en fait c'est vrai que je n'aurais jamais eu ce discours-là, mais non, c'est vrai que quand je vois qu'il a été capable de monter sur la troisième marche, c'est vrai que maintenant je ne vais pas m'arrêter là et on va tout faire ensemble pour essayer d'aller sur la plus haute marche du podium, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc voilà. Et porter haut les couleurs des Clés-sous-Bois aussi. Absolument, on n'est pas sûr d'y arriver, mais en tout cas on l'a dans le coin de la tête et puis on aimerait bien que ça monte crescendo et que à une de ces compètes il revienne avec la médaille d'or autour du cou. La médaille d'or justement dans combien de temps, Axel? Est-ce qu'il y a un objectif? Si, un objectif, si, la prochaine compétition internationale. Bien évidemment, mon but, c'est la gagner. Après, on verra en fonction de ce qui se passera dans le temps. Mais le but, c'est la prochaine compétition internationale, la gagner. Arrête, si c'est pas possible, faire mieux que cette fois. Et après, on verra bien. La suite pour vous, il y a une étape de Coupe du Monde en Azerbaïdjan, c'est ça? À Bakou, en février, c'est ça? Absolument. Du 16 au 20 février.
Donc ça, c'est là vous êtes en pleine préparation, hein, vous allez rentrer en phase de préparation. Voilà, ça veut dire qu'on va commencer à tester un nouveau programme pour le présenter en Angleterre dans un an. Oui. Donc voilà, il y aura plein d'étapes du monde comme ça qui vont nous permettre de voir comment le programme passe, comment il est jugé, comment il est évalué par les juges. Donc voilà. Mickaël, c'est une dernière question ou rappeler peut-être une info parce qu'il y a un autre membre du club des Clés-sous-Bois. Oui, aussi effectivement, Kevin Ferreira a lui obtenu la 14e place lors des championnats du monde. C'est un membre également du club des Clés-sous-Bois. On n'a pas pu l'accueillir sur ce plateau, mais on pense à lui forcément. Absolument. Au club des Clés-sous-Bois. C'est un jeune qui, en fait, son histoire à lui, à l'origine, il vient du club de Draveil, un club qui a fermé ses portes. Donc il est arrivé chez moi à 14 ans. En frappant la porte, en sachant que le club des Clés faisait de la performance, son père voulait qu'il fasse de la performance, il continue à faire de la performance, il est arrivé chez nous, et depuis 4 ans, petit à petit, il a gravi les étapes, et puis il a réussi à se qualifier l'année dernière au championnat du monde par groupe d'âge, et cette année encore. Là, il a fait une petite erreur, je pense que sa place n'est pas 14e, mais c'est le sport, notre sport est comme ça, et tous les sports sont comme ça. Il a fait une petite contre-perf, qu'il a sorti des finales, mais dans l'avenir, on reparlera de lui, j'en suis sûr. Bon, bravo tout de même à lui, bravo à vous Axel, et bravo au coach René et Bami pour cette médaille de bronze aux mondiaux à Sofia, et on continuera bien sûr Axel à suivre vos prochaines performances, on espère avec des médailles d'argent ou d'or, voilà, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci d'être passé en plateau tous les deux. On termine Mickaël cette page sport avec une dernière information et une date à retenir pour les passionnés de cyclisme. Ce samedi 10 décembre en fin d'après-midi, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir le gala Star en piste, un événement qui réunit depuis 2019 sur la piste saint-quentinoise des athlètes de renom comme Quentin Lafargue, Sébastien Vigiu ou encore Mathilde Gros. La structure yvelinoise ouvrira ses portes dès 17h et le moment fort sera vers 20h. Si vous êtes intéressé, il reste quelques places à la vente. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Allez, ce rendez-vous pourrait vous intéresser si vous envisagez de faire des travaux de rénovation énergétique. Montigny-le-Bretonneux organise son premier rendez-vous de la réno. C'est demain, mardi, de 19h à 21h30 à l'Hôtel de Ville. Sur place, vous pourrez avoir des conseils, des informations sur les différents financements possibles pour effectuer vos travaux. Échanger aussi avec les professionnels du secteur. Le rendez-vous se déroulera en 2 étapes. Une conférence d'1 heure, puis des ateliers stands pour rencontrer les experts. Cela s'adresse à tous. L'entrée est libre. Avant de vous laisser, on jette un dernier coup d'œil à la météo de demain. Et malheureusement, demain matin sera brumeux dans les Yvelines et très frais. Comptez 2 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Houdan, 1 degré à Rambouillet. Dans l'après-midi, les températures n'augmenteront que très peu. 3 degrés à Rambouillet, ce sera 4 degrés à Versailles, Houdan et Mantes-la-Jolie. Ce mardi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.